Pour commencer, j'imagine que vous connaissez à 85% dans la salle Hugging Face. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de qu'est-ce que Hugging Face et quelle est la mission de Hugging Face? Bien sûr, je pense que Guillaume en a un peu parlé tout à l'heure. Hugging Face, c'est une plateforme qui vise à rassembler l'écosystème de l'IA, plus particulièrement l'IA open source. Donc comment ça marche, c'est que notre mission, c'est de démocratiser l'IA, le bon IA, le bon usage de l'IA, l'IA éthique, et on fait ça en donnant à disposition à tous les acteurs de l'IA. Donc ça peut être des acteurs privés, des acteurs publics, des gens dans leur laboratoire, de publier des démos, des modèles, des datasets, des recettes qui permettent du coup de diffuser un peu leur travail et de faciliter l'utilisation de ces modèles-là. Ok, très clair. Juste avant de rentrer dans le sujet, j'aurais voulu rebondir sur la table ronde précédente. Donc tu es ML Engineer, tu as fait des grandes écoles et tu as été attiré par Hugging Face, une entreprise qui est américaine, qui a été fondée par des Français. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as rejoint ou tu as été attiré finalement par cette mission de Hugging Face? Oui, c'est très clair et je pense que c'est un point que je voulais soulever justement, c'est qu'il y a l'aspect évidemment, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect compute, donc le hardware, il y a beaucoup de GPU disponibles. Il y a également un aspect qui est très important pour moi, c'est l'aspect open source ou l'aspect diffusion du travail. Donc ça, c'est quelque chose dont on a parlé, c'est faire savoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les entreprises françaises ont beaucoup de mal à faire savoir ce qu'ils font et permettre à leurs employés de faire savoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas à Hugging Face, à Mistral et dans les grandes entreprises américaines où on nous pousse à faire savoir, qui est aussi du coup, c'est un savoir-faire de faire savoir. C'est quelque chose qu'on nous pousse à faire dans les grandes entreprises et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup attiré à Hugging Face. Donc une partie de mon travail, c'est publier ce que je fais, c'est publier sur les réseaux, c'est donner des recettes. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi, c'est de diffuser mon travail. Et ça me permet à la fois de diffuser le travail de l'entreprise, mais aussi de me construire un portfolio. Et c'est quelque chose que les chercheurs et les entrepreneurs cherchent beaucoup à faire maintenant. Je pense que c'est un point clé aussi de l'attraction des talents de l'IA de nos jours. Ok, très clair. Je pense que c'est très intéressant effectivement de voir que des profils data scientist, ML engineer, et peut-être que les entreprises participent à ces conférences-là, font des publications sur les réseaux sociaux, essayent de publier, partager. Je pense que c'est très intéressant et inspirant pour les entreprises aussi françaises qui ont énormément de data scientists, data engineers. Pour la suite, donc, j'aurais bien aimé t'entendre sur... donc vous construisez des modèles fondationnels, vous construisez aussi des packages. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un peu la palette? On n'est pas là pour faire finalement la promotion de Hugging Face, mais je pense que c'est tellement finalement des outils d'intérêt public que ça mérite finalement de mettre un petit zoom sur à quoi servent tous les outils. Le hub, je sais que c'est un peu le cœur de l'offre de Hugging Face pour la communauté. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit, on s'adresse à vraiment tout type d'acteurs. Donc quand je dis tout type d'acteurs, ça passe par les chercheurs et les gens qui vont essayer d'utiliser des modèles. Donc là, c'est vraiment plus spécifique, c'est du code, c'est des modèles disponibles avec des licences qui sont commercialement permissives, c'est des datasets, c'est des librairies qui permettent d'utiliser ces codes-là, d'entraîner à moindre coût, de diffuser à moindre coût, et du coup, ultimement, de réduire les coûts de production et d'entraînement. Donc ça, c'est une partie du travail. Mais une autre partie de ce qu'on fait également, c'est donner des clés en main à tout type d'acteurs, même les moins expérimentés en IA, pour expérimenter ces modèles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et que je vous conseille vraiment à regarder, c'est qu'on a des démos qui sont disponibles de manière gratuite. Pas besoin de GPU, pas besoin de payer, où vous pouvez tester les différents modèles qui sortent par des acteurs chinois, américains, français. Par exemple, des modèles qui vont générer des images, générer du texte, les derniers modèles de Mistral, et ça, tout de manière gratuite. Et ça, je pense que c'est un point clé, c'est que n'importe qui peut maintenant se tenir au courant de ces différentes avancées. Et je pense qu'un dernier point aussi à souligner, c'est qu'on met aussi à disposition des GPU gratuitement pour que tous les acteurs, donc même les acteurs publics, c'est-à-dire les chercheurs dans le laboratoire qui n'auront pas trop de financement pour diffuser leur travail, d'utiliser des GPU et de montrer ce qu'ils ont fait finalement, ce qui permet du coup très rapidement de développer des POC et aussi du coup participer à cet écosystème. Ok, donc il y a à la fois la partie développeur et la partie finalement Spaces qui permet finalement d'expérimenter les différentes IA. À ce propos, donc, de ton côté, tu travailles sur la voix
Et donc, on avait forcément envie de faire une petite démonstration d'un des spaces. Je vais juste connecter mon téléphone. Il y aura bien sûr des effets démo, c'est certain. Alors peut-être, est-ce que tu pourrais nous expliquer le spaces que tu voulais partager? Donc c'est vraiment qu'à la voix. Alors oui, c'est un space très simple. Bon, malheureusement, il n'y a pas l'image, mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que l'IA, c'est pas forcément pour la production de valeur à proprement parler, mais ça peut être aussi pour la génération d'art ou de musique ou de choses comme ça. Et par exemple, là, ce qu'on va vous montrer, c'est un outil qui permet aux différents producteurs de musique ou musiciens de facilement itérer sur les instruments qu'ils vont utiliser, sur ce qu'ils vont faire. Et typiquement, comment ça va marcher, c'est que le musicien va chantonner un air qu'il veut utiliser, il va donner... Donc ça, c'est ce que le musicien fait, il chantonne. Et après, il donne différents instruments qu'il veut entendre. Synth, dark, hip-hop, mélodie, trap. Voilà, donc ça, c'est le prompt. Et du coup, ça va générer cet air-là avec... je te laisse. Voilà, donc on reconnaît cette génération-là. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plein de générations comme ça. Donc ça, c'est juste un exemple. C'est vraiment juste pour montrer qu'il n'y a pas que l'aspect vraiment industriel, etc. Il y a aussi cet aspect création, production, également pour les différents graphistes qui veulent générer rapidement des images. On a cette chose-là. Et aussi, du coup, ce que va vous montrer Yannick pour mettre en lien un peu aussi avec mon travail qui est spécialisé sur l'audio et sur l'audio génératif, c'est-à-dire la synthèse de paroles. Il a mis en point une petite démo. Oui, alors tu nous as donné un petit défi. On avait une journée pour construire un assistant vocal, encore une fois, sans ambition, mais qui devait être en français. Parce que souvent, on a vu que les démonstrations GPT-4o, etc., avaient des difficultés en français, qui était aussi basé sur des modèles open source, intégralement. Donc on a essayé de relever ce défi. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. On a aussi connecté du coup ces données aux données de la conférence. Donc par exemple, à quelle heure est l'interview spéciale. Donc là en fait ça va retranscrire en texte et ça va essayer de répondre. L'interview spéciale a lieu de 9h30 à 10h30. Voilà. Ensuite, je vais poser une autre question. Quelle est la dernière session de la conférence ? La dernière session de la conférence est comment assurer la robustesse et la conformité des IA génératives, qui aura lieu de 11h00 à 12h30. C'est large. Je pense que c'est un peu plus resserré que ça, j'espère. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un peu partager cette petite démo. Donc là, c'est effectivement un POC qu'on peut faire en un seul jour. Juste pour la partie technique, s'il y en a dans la salle, on a utilisé Distill Whisper pour faire du speech to text. Ensuite, on a utilisé un Llama avec 3 à 8 milliards de paramètres sur du GPU. Et enfin, on a fait du text to speech où on a utilisé Piper pour aller assez rapidement avec une voix préconfigurée. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, parce qu'effectivement, il y avait un peu l'aspect sur la dernière table ronde de CTRL-C, CTRL-V. Est-ce que c'est si simple de construire finalement, et d'ailleurs dans ton expérience de construire un modèle qui est le modèle parlé TTS, est-ce que c'est si simple? Quelles compétences il faut pour construire réellement un modèle soit fondationnel, soit spécialisé, et de le mettre aussi finalement en production? Alors c'est clairement pas simple du tout et c'est là où il y a l'aspect production et l'aspect entraînement. L'aspect entraînement, c'est vraiment ça demande des expertises qu'on construit à travers différents à travers les études, mais aussi la mise en production, l'entraînement de manière expérimentale. Et ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects à prendre en compte. Pour vous donner juste un exemple, on a ce qu'on appelle, avant d'envoyer nos données à une IA, il faut transposer, donc traduire ces données-là en un langage que comprend l'IA, et c'est des suites de nombres.
Et pour faire ça, c'est ce qu'on appelle une tokenisation. Et pour du texte, c'est assez simple, mais pour de l'audio, c'est beaucoup plus compliqué. Comment est-ce qu'on va traduire notre audio, ensuite de nombre qui va être compréhensible par l'IA? Et là, du coup, ça se base sur des années de recherche par Meta et par de différents acteurs même de l'académique, des années de recherche qui permettent du coup de tokeniser cet audio. Et se dire, ça c'est juste une première étape. L'étape suivante, c'est de l'entraînement à travers des milliers de GPU. Comment est-ce qu'on coordonne tous ces GPU, comment est-ce qu'on va envoyer la donnée, comment est-ce qu'on va transmettre l'information, transmettre le gradient, etc. à nos GPU. Et toutes ces briques-là font que petit à petit, ça s'accumule et ça demande une expertise qui est de plus en plus vaste. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que c'est quelques petits experts, un nombre très petit d'experts qui permettent, qui ont cette expertise-là d'entraîner à grande échelle des modèles comme Mistral ou des modèles comme Llama. Donc ça, c'est très important. Et après, la mise en production, c'est encore plus compliqué. Et là, ça demande, c'est là où il y a un avantage à avoir des ingénieurs plus classiques, parce que ça demande plus des compétences classiques, à savoir comment est-ce qu'on va prendre en compte toutes les queues de données, comment est-ce qu'on va disposer à travers les différents GPU qu'on a en production, etc. Vraiment, c'est quelques petites gouttes de la complexité de la chose, et c'est ce qui fait la richesse des boîtes comme OpenAI et Mistral, très clairement. Ok, merci beaucoup à toi pour cet échange. Et effectivement, juste le dernier message qu'on veut faire passer, c'est qu'on espère tous les deux que finalement que l'open source ne va pas se décourager avec l'arrivée de GPT-4o et GPT-5 potentiellement cet été, et qu'on arrivera justement à tenir bon pour garder cette vague. Merci à toi. Avec plaisir.